James Sevigny est un jeune homme de 28 ans. Nous sommes le 1er avril 1984 et James ouvre les yeux. Il regarde vers le bas et il constate que tout son corps est recouvert de neige. Et une grande partie de cette neige est devenue rouge à cause de quelque chose qui pourrait ressembler à du sang. Il essaye de respirer, mais dès qu'il le fait, sa poitrine explose littéralement de douleur. James commence à bouger sa langue dans sa bouche et il se rend compte qu'il y a cette substance bizarre dans sa bouche et plein d'objets tranchants. Quand il crache, il réalise ce que c'est du sang et des dents brisées. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? C'est ce que vous saurez si vous continuez à écouter ce récit de l'ombre et l'histoire de James et du troisième homme. Juste après ça, James commence à paniquer un petit peu. Il essaye de lever un de ses bras, mais ce bras ne bouge pas. Lorsqu'il essaye de bouger son autre bras, celui-ci bouge, mais ce petit mouvement lui fait tellement mal qu'il se met à pleurer de douleur. Il regarde autour de lui et il a du mal à comprendre où il est, ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé. Et donc, juste derrière lui, il aperçoit une énorme montagne enneigée. Il ne sait pas, ou il ne sait plus, de quelle montagne il s'agit, mais dans sa tête, il se dit « j'ai dû essayer d'escalader cette montagne ». James est un passionné de l'escalade, ce qui signifie qu'il vit la plupart du temps dans sa voiture et qu'il voyage au travers le monde à la recherche de montagnes les plus dangereuses à escalader. Alors il se creuse la tête pour essayer de se souvenir de ce qui s'est passé, ce qu'il faisait, et puis ça lui revient en mémoire. En fin de compte, il se souvient qu'il se trouvait dans les Rocheuses canadiennes avec son meilleur ami, Richard Whitmore, et qu'ils avaient tous deux tenté d'escalader cette montagne. Il s'agit d'une montagne de 3424 mètres de haut qu'on appelle Mont Deltaform, parce qu'elle est formée en forme de delta. C'est la montagne que vous voyez tout à gauche ici dans l'image. Et il se souvient qu'ils se dirigeaient vers cette montagne lorsqu'ils ont été frappés par une avalanche. Donc James ne se souvient pas vraiment de ce qui s'est passé une fois frappé par l'avalanche, mais la chute qu'il a faite, si on tombait d'un immeuble, ça correspondrait à tomber d'un immeuble d'environ 140 étages. Pour information, c'est à peu près 3 fois la hauteur du plus haut immeuble de France, Tour First, qui est situé à La Défense, près de Paris. Elle mesure 231 mètres de hauteur et compte 52 étages. Donc, vous voyez, c'est une chute assez massive qu'il a faite. Il se souvient de cette avalanche et il se met à chercher son ami Richard en espérant qu'il va bien et qu'il se trouve à proximité pour qu'ils puissent se sortir ensemble de cette situation. Comme tous les alpinistes, ils sont attachés ensemble et donc il a des chances de retrouver son ami en suivant la corde en quelque sorte. Et après un certain temps, James peut effectivement voir une silhouette qui gît dans la neige et qui est manifestement une autre personne, donc c'est nécessairement son ami Richard. Il essaie de se redresser pour aller voir son ami, mais dès qu'il tente de le faire, il ressent une douleur incroyable dans tout son corps. Il ne peut pas se lever. Mais il veut voir son ami, donc il se retourne et malgré la douleur, il rampe jusqu'à Richard à l'aide de son seul bras valide. Pendant une seconde, il pense que son ami est peut-être vivant et que lui aussi il a survécu à cette chute, mais quand il regarde Richard, il voit bien que sa poitrine ne bouge pas, que son cou est très tordu, tout comme son dos d'ailleurs, et donc il ne peut que constater que Richard est mort. Il s'effondre dans la neige et ressent une angoisse et une tristesse et une peur incroyables. Maintenant, le problème, c'est qu'il est la seule personne vivante ici aux environs. Il est loin de la civilisation et il faudra attendre au moins 4 jours avant que quelqu'un s'aperçoive qu'il n'est pas encore rentré parce que, logiquement, il devait rentrer d'ici 4 jours, donc personne ne va s'inquiéter avant que ces 4 jours ne soient passés. Et James peut constater qu'il ne peut même pas se lever. Je peux à peine respirer, se dit-il, je suis mal en point, mais qu'est-ce que je vais faire ?
Et donc, très rapidement, James se dit, mon vieux, tu vas claquer ici. Il a toujours pensé que c'était quelque chose qui pouvait lui arriver, bien entendu, du fait où il fait ses escalades dans ces montagnes dangereuses. Il se dit que, oui, il y a bien entendu un risque pour qu'une montagne finisse par le tuer. Et donc, c'est, d'après lui, exactement ce qui est sur le point d'arriver. Je vais mourir ici, se dit-il donc, et il reste allongé, résigné à son sort, et il attend, littéralement, tout simplement, de mourir. Alors, au bout d'une vingtaine de minutes, alors que son corps commence à s'engourdir et qu'il entre en hypothermie, James entend une voix derrière lui. C'est une voix de femme, et cette femme s'approche de lui et lui dit qu'il ne faut pas abandonner. Il faut essayer. Et James, même s'il est totalement pris au dépourvu par la présence d'une autre personne ici, il trouve quelque chose de si apaisant dans cette femme et dans la façon dont cette femme lui parle que ça change totalement son état d'esprit par rapport à la situation. Soudain, il est plus prêt à abandonner et à mourir, hors de question que ça se produise. Maintenant, grâce à cette femme, il va se battre pour survivre. Alors il se retourne vers cette femme et il la regarde et elle lui dit de mettre son manteau. Alors, malgré la douleur atroce, James se sert de son seul bras qui fonctionne encore un peu pour se redresser, puis il sort son manteau de son sac qui se trouve près de lui, et très péniblement il enfile ce manteau sur son bras cassé et sur son bras endommagé, et une fois le manteau enfilé, cette femme dit à James de boire une gorgée d'eau. Sans aucune hésitation, James prend sa gourde, dévisse le bouchon, boit une gorgée, malgré la douleur qu'il ressent, même parce que l'eau pique sa bouche qui est totalement, avec toutes les dents cassées, et totalement détruite. Une fois qu'il a bu, la femme lui dit très calmement « Bon, maintenant, détache-toi du corps de Richard et utilise l'arbre qui est ici pour te hisser. » Alors, il se détache de Richard et à l'aide de son seul bras valide, il attrape l'arbre et il réussit à se hisser sur ses jambes qui sont quasi totalement détruites. Il n'arrive pas à croire qu'il est encore debout à ce moment-là, mais il est là, il est sur ses pieds. La femme lui dit alors qu'il est temps de partir. James commence à s'éloigner de la montagne et la femme le suit pas à pas. Pendant longtemps, il se traîne dans la neige jusqu'aux genoux, à peine capable de faire un pas, sans qu'il y ait une douleur aveuglante qui lui traverse le corps. Mais chaque fois qu'il commence à trébucher ou à ralentir ou qu'il semble sur le point d'abandonner, la femme l'exhorte calmement à continuer et à continuer et à continuer d'avancer. Finalement, après 4 heures de cette randonnée horriblement douloureuse, James arrive au camp que son ami et lui, Richard, là, avaient donc construit avant de venir sur cette montagne pour commencer l'ascension. Il se dirige aussi rapidement que possible vers sa tente, qui était toujours dressée, parce qu'il sait qu'elle contient un sac de couchage bien chaud, de l'eau et de la nourriture. Il arrive à sa tente. Il s'arrête pour retourner parler à son guide et la remercier de l'avoir poussé à continuer, mais quand il se retourne, il n'y a plus personne. James regarde le sol et il ne voit qu'une seule série d'empreintes sanglantes, ce sont donc les siennes, qui le ramènent à l'endroit où il est tombé. Ce guide, cette femme, de toute évidence, n'existe pas. James, totalement déstabilisé par la situation, ne sait pas trop quoi faire, mais il sait à présent qu'il doit se concentrer sur la survie, maintenant qu'il est arrivé à ce point-là. Donc il essaie de pénétrer dans sa tente, mais ses mains sont si froides et si abîmées qu'il ne peut pas les utiliser pour ouvrir la fermeture éclair de la tente. Donc finalement, il parvient à utiliser un outil pour l'ouvrir, mais il ne peut pas ouvrir le sac de couchage. C'est comme si son corps commençait à s'arrêter de fonctionner. Il se dit alors qu'il va faire un feu pour se tenir chaud, mais une fois de plus, c'est comme si son corps lui fait défaut et il ne peut pas allumer le feu. James se rend compte que même s'il a réussi à atteindre son campement, il ne pourra peut-être pas survivre parce qu'il ne peut rien utiliser de ce campement. Rien du tout. C'est alors qu'il commence à entendre des voix. Il se dit, voilà, ça y est, maintenant j'entends des voix qui n'existent pas, comme cette femme qui n'existait pas et que j'ai vue et que j'ai cru voir. Mais, quelques secondes plus tard, 3 skieurs arrivent et ils aperçoivent James. L'un d'entre eux est un guide de montagne très expérimenté, l'autre est une infirmière,
Et dès qu'ils voient James, ils comprennent qu'il est en train de mourir, en tout cas qu'il est arrivé quelque chose. Donc l'infirmière se précipite, fait un feu pour lui, le met à l'aise, lui enfile des vêtements chauds, pendant que le guide de montagne part chercher de l'aide. Quelques heures plus tard, un hélicoptère arrive et transporte donc James à un hôpital où il sera remis sur pied et James se rétablit complètement. Cependant, il faudra quand même quelques années avant que James ose s'ouvrir enfin sur cette mystérieuse femme disparue qui lui a littéralement sauvé la vie. Si elle ne lui avait pas parlé et si elle ne l'avait pas poussé à partir, il serait resté allongé à côté de son meilleur ami et il serait mort à l'heure qu'il est. Mais il a un petit peu peur d'évoquer cette vision. Il se dit que si je parle de ça, les gens ils vont me prendre pour un taré. Donc, motus et bouche cousue. Mais il finit par en parler, et lorsqu'il en parle, en fin de compte, il apprend qu'il est loin d'être la première personne à avoir fait l'expérience de ce phénomène d'aide par une personne invisible ou par une personne qui n'existe pas. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. En fait, ce phénomène est suffisamment courant pour avoir son propre nom. On l'appelle le syndrome du troisième homme. Alors, le troisième homme, qui dans ce cas-là était une femme, mais le troisième homme fait référence à une mystérieuse personne qui apparaît et qui aide les gens à survivre pendant ou après un événement traumatisant. L'une des toutes dernières personnes à avoir réussi à s'échapper de la deuxième tour du World Trade Center le 11 septembre 2001 à New York lors des attaques terroristes, c'est un exemple relativement frappant. Cette personne a pu sortir juste avant que la tour ne s'effondre parce qu'une mystérieuse voix lui a indiqué exactement la direction à suivre jusqu'à ce qu'il puisse s'échapper. James, qui donc lui est athée et scientifique, dit qu'il ne croit pas que la femme qui l'a sauvée était un ange ou qu'elle soit liée à la religion, de quelque manière que ce soit, et il dit simplement « c'est une présence dont j'avais besoin à ce moment-là, cette présence m'a sauvé la vie, mais c'est tout ce que j'ai compris. » Et alors, qu'est-ce que c'est que ce syndrome du troisième homme? Alors, c'est pas suffisamment important pour que je puisse en faire un webinaire, mais le troisième homme, ou le syndrome du troisième homme, comme on l'appelle, c'est donc un phénomène qui a été rapporté par des individus qui ont fait face à des situations très extrêmes. Ça a été des explorateurs, des alpinistes, comme dans ce cas, ou des survivants de différentes catastrophes. Et dans ces situations, les gens décrivent ressentir la présence d'un compagnon invisible qui leur apporte réconfort, soutien et orientation. Ce phénomène a été reconnu pour la première fois à partir des récits de survivants de l'expédition antarctique de Ernest Shackleton, où plusieurs membres ont ressenti la présence d'une personne supplémentaire qui les a aidés. Il existe donc, bien entendu, plusieurs théories sur qu'est-ce que le syndrome du troisième homme. Alors, il y a une théorie qui dit que ça peut être un mécanisme de défense psychologique. C'est un mécanisme de gestion que le cerveau crée en période de stress extrême ou de danger et qui va donc vous fournir un soutien psychologique en améliorant vos chances de survie. Certains scientifiques suggèrent que cette expérience pourrait être liée à des changements d'activité cérébrale sous le stress, en particulier dans les zones associées à la perception, à la conscience de soi et à la cognition sociale. Et enfin, donc, vous avez des personnes qui interprètent cette présence comme un guide spirituel ou comme un ange gardien. Alors, les études ont investigué un petit peu ces expériences, mais la cause exacte, ça reste un sujet de débat parmi les psychologues et les neuroscientifiques. Psychologiquement parlant, on va dire que quand on est dans une situation extrême, comme être perdu en pleine nature ou quand on fait face à un événement qui met notre vie en danger, dans ces moments intenses, certaines personnes vont ressentir ce compagnon invisible. Les scientifiques ont étudié un petit peu ces expériences, mais la cause exacte de ce troisième homme ou de ce syndrome, c'est toujours un débat. Pour l'instant, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Alors, il y a plusieurs théories, où donc l'une, ça serait qu'une partie de notre cerveau qui s'appelle la jonction temporopariétale, ou JTP en abrégé, cette zone qui nous aide à comprendre où nous sommes dans l'espace et comment nous sommes différents des autres. Lorsqu'on est sous un stress extrême, cette partie de notre cerveau peut se dérégler, nous faisant ressentir donc cette fameuse présence de quelqu'un d'autre entre nous.
Ensuite, il y a des centres émotionnels dans notre cerveau qui sont connus sous le nom de système limbique. Ce système comprend l'amygdale et l'hippocampe qui gèrent nos émotions, qui gèrent nos souvenirs. Et lorsqu'on est vraiment stressé, ces zones pourraient s'emballer et pourraient créer des expériences émotionnelles très fortes, y compris justement la sensation d'une présence qui pourrait être réconfortante. Et enfin, il y a aussi notre cortex préfrontal, la partie de notre cerveau qui nous aide à prendre des décisions. Et dans des situations extrêmes, cette zone pourrait être submergée et donc ça pourrait entraîner des expériences et des perceptions inhabituelles, comme justement le sentiment que quelqu'un est là pour nous aider. Enfin, il y a aussi le principe qu'on a des substances chimiques dans notre cerveau et en période de stress, notre cerveau libère des endorphines qui sont des antidouleurs naturelles qui nous font nous sentir bien, ce qui a fait que James a pu justement supporter ces douleurs. Et donc cette substance, enfin cette inondation de substances chimiques va donc changer notre perception des choses, parfois nous faisant sentir que nous ne sommes pas seuls, ce qui aurait pu également être le cas avec James. Ensuite, on a aussi la dopamine, qui est une autre substance chimique du cerveau qui est liée à la récompense et au plaisir, qui peut fluctuer et donc entraîner des hallucinations ou des sensations inhabituelles. Et donc, enfin, il y a certains scientifiques qui pensent que ce sentiment de présence réconfortante, c'est un mécanisme évolutif pour nous aider à survivre. Lorsqu'on croit que quelqu'un est là pour nous aider, ça va booster notre morale et nous aider à continuer. Donc voilà, en résumé, quand on est dans des situations très difficiles, notre cerveau peut nous jouer des tours et qui, dans ce cas-là, en nous faisant sentir qu'on a un ange gardien à nos côtés, peut nous aider à traverser certaines épreuves, ce qui est quand même quelque chose de positif. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce récit de l'ombre qui du coup a été relativement positif. Souvenez-vous de mettre un petit pouce en l'air et de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve un peu plus tard pour une autre histoire. À bientôt.